Il y a des douleurs que le temps n'efface jamais. On apprend seulement à marcher avec elles, comme on s'habitue à une pierre dans sa chaussure. Le silence peut être un refuge ou une prison. Tout dépend de celui qui tient la clé. Pendant presque 50 ans, j'ai gardé cette clé serrée contre mon cœur. Bonjour à tous. Je m'appelle Hélène Apparition-Montier. J'ai atteint un âge où l'on n'a plus peur d'ouvrir les vieux tiroirs de la mémoire. Aujourd'hui, je veux partager un récit que j'ai gardé enfoui plus longtemps que la plupart d'entre vous n'ont vécu. Un récit d'amour, de trahison et de survie. Je suis né en 1946, dans un village paisible nommé Fontainebleau, niché en Seine-et-Marne. Là-bas, tout le monde connaissait tout le monde, et les rumeurs filaient plus vite que le courant de la Seine. Mon père, Antoine, était un ébéniste de talent, capable de fabriquer des meubles si magnifiques que même les familles bourgeoises venaient passer commande. Ma mère, Cécilia, tenait la maison avec rigueur et arrondissait les fins de mois en vendant ses confitures artisanales au marché du dimanche. J'ai grandi entre le parfum du bois fraîchement coupé et celui des mirabelles mijotant dans la casserole. Mon enfance fut simple, modeste, mais remplie de tendresse. Notre maison était petite, mais le jardin que maman entretenait était un véritable petit paradis. Il y avait des poiriers, des groseilliers, quelques rangs de menthe et de basilic qui embaumaient l'air aux premières chaleurs. Les poules picoraient librement, parfois cachant leurs œufs dans des recoins que même maman avait du mal à deviner. Nous n'étions pas riches, mais nous n'avons jamais connu le manque. J'étais la cadette d'une fratrie de 3. Sébastien, l'aîné, avait suivi les traces de notre père dans l'atelier. Apparition, ma sœur du milieu, s'était mariée jeune et avait déménagé à Marseille. Quant à moi, dès l'enfance, on disait que j'étais dans la lune. Toujours plongée dans un livre, toujours inquiète d'un détail invisible pour les autres. Mon institutrice, Madame Mathilde, disait souvent que j'avais l'âme d'un oiseau migrateur. Elle prédisait que je ne me contenterais jamais de l'horizon étroit de notre village. Elle avait raison. À 18 ans, malgré les réticences de mon père mais avec l'approbation muette de ma mère, j'ai quitté Fontainebleau pour Paris. J'avais été admise dans une école normale d'institutrice, et une cousine éloignée m'avait offert un toit dans le 13e arrondissement. Je me rappelle encore le jour de mon départ comme si c'était hier. Une vieille valise en carton ficelée à la hâte, les yeux rougis par les larmes, et le cœur partagé entre la peur et l'excitation. Avant que le train ne parte, ma mère m'a glissé un vieux chapelet de perles bleues entre les mains. Il appartenait à ma grand-mère. « Va avec confiance, ma fille », m'a-t-elle murmuré, mais n'oublie jamais que tu peux toujours revenir. Paris m'a englouti. La ville était exactement comme je l'imaginais, et bien plus encore. Des avenues immenses, des immeubles haussmanniens dressés comme des géants, le vacarme incessant du métro, la foule, les klaxons. Les premiers jours, je me sentais perdu, minuscule, comme un coquillage au milieu d'un torrent. Mais je m'y suis vite adapté. L'école normale représentait pour moi bien plus qu'un simple cursus. C'était l'accomplissement d'un rêve que je nourrissais depuis l'enfance, quand j'aidais les plus jeunes à faire leurs devoirs dans la petite école de Fontainebleau. Pendant 2 ans, j'ai alterné les cours le matin et un emploi de nourrice l'après-midi pour joindre les deux bouts. J'ai obtenu mon diplôme en 1966, pleine d'élan et d'espoir. Rapidement, j'ai décroché un poste dans une école communale de banlieue. Le salaire était modeste, mais il me suffisait pour vivre sans dépendre de personne. J'ai trouvé une chambre dans une pension pour jeunes filles et j'ai entamé une vie d'adulte libre, ce qui n'était pas courant à cette époque. C'est dans cette école que j'ai rencontré Carmen. Elle aussi enseignait, mais c'est tout ce que nous avions en commun. Carmen était vive, sociable, intrépide, tout l'opposé de moi. C'est elle qui, un jour de juin 1968, m'a lancé avec son enthousiasme contagieux. « Toi et moi, on va à la mer cet été. » Je protestais, comme toujours, mais elle insista. « Tu ne peux pas passer tes vacances enfermée entre 4 murs, Hélène. Tu dois voir la mer, la vraie. » Si seulement j'avais pu, à cet instant, prévenir la jeune femme que j'étais. Mais la vie ne nous offre pas ce luxe. Peut-être est-ce mieux ainsi.
Connaître l'avenir, c'est souvent renoncer à le vivre pleinement. Nice, ce fut un éblouissement. La Méditerranée d'un bleu si intense qu'on en avait mal aux yeux, les plages de galets, l'odeur du sel mêlé au vent du soir. Nous logions dans une petite pension tenue par un couple corse à 2 rues de la promenade des Anglais. Le matin, on flânait sur la plage, les pieds dans l'eau fraîche. L'après-midi, on se baignait en riant comme des gamines. Et le soir, on descendait en ville, dans un petit café où un trio de jazz jouait en live. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Marc. Il était à une table voisine, entouré d'amis. Grand, les cheveux châtains légèrement ondulés, et ce sourire, un sourire qui illuminait toute la pièce. Nos regards se sont croisés plusieurs fois. Chaque fois, je sentais mes joues s'enflammer. Carmen, bien sûr, n'a rien manqué. Avec sa spontanéité légendaire, elle n'a pas tardé à engager la conversation avec leur groupe. Avant que je ne comprenne ce qui se passait, nous étions tous assis ensemble, à rire, à parler, comme si nous nous connaissions depuis toujours. Marc avait 25 ans. Il était ingénieur agronome et travaillait sur l'exploitation familiale en Normandie. Il était à Nice pour quelques jours de repos avant de reprendre un projet de modernisation des cultures. Quand il parlait de la terre, de l'avenir de l'agriculture, ses yeux brillaient d'une conviction rare. Ce n'était pas seulement sa beauté, c'était sa passion qui me captivait. Nous avons discuté jusqu'au petit matin. Et quand il a pris congé, il m'a demandé mon adresse à Paris, en promettant de m'écrire. Je suis rentré à la pension, la tête dans les nuages, les taquineries de Carmen glissant sur moi comme l'eau sur les galets. Notre institutrice modèle amoureuse d'un fermier, plaisantait-elle. Les vacances prirent fin. Nous avons repris notre routine parisienne, et j'ai tenté de ne pas trop espérer. Après tout, les promesses échangées lors des soirées d'été ont rarement la force de survivre à la grisaille du quotidien. Mais 2 semaines plus tard, une lettre m'attendait dans ma boîte aux lettres. Une lettre de Merck. Longue, soignée, rédigée d'une main élégante. Il y parlait de sa ferme, des travaux en cours, de ses idées pour améliorer les rendements. Et à la fin, une question. Pourrait-il venir à Paris me rendre visite le week-end suivant ? En lisant ces mots, mon cœur s'emballa comme une adolescente devant son premier bail. Si vous avez suivi mon histoire jusque-là, chers amis, n'hésitez pas à me dire d'où vous m'écoutez. Cette grand-mère est curieuse de savoir jusqu'où sa voix peut voyager. Et si le cœur vous en dit, laissez un petit like, abonnez-vous à Mémoire de grand-mère. Cela m'aide plus que vous ne l'imaginez à continuer à transmettre mes récits. Où en étais-je ? Ah oui, la fameuse lettre de Merck. J'ai répondu dans l'heure, acceptant sa proposition avec un enthousiasme mal dissimulé. Carmen s'est empressée de me prêter main forte pour choisir une tenue. Cette robe bleu clair est parfaite, disait-elle en arrangeant les plis. Elle fait ressortir tes yeux. Toute la semaine, je fus partagée entre l'impatience et l'angoisse, comptant les jours, puis les heures. Notre premier rendez-vous eut lieu un dimanche doux, baigné de soleil. Marc arriva pile à l'heure, un bouquet de marguerites à la main. Comment savait-il que c'étaient mes fleurs préférées ? Nous avons passé l'après-midi au jardin du Luxembourg. Des heures à marcher, à parler, à rire. Il m'a raconté son retour en Normandie après ses études, sa décision d'aider son père malgré les offres d'emploi en ville. Il m'a parlé de sa mère, discrète et pieuse, de son petit frère qui étudiait la médecine à Lyon. De mon côté, moi qui suis si réservée, je me suis surprise à me confier. Je lui ai parlé de mes élèves, de mon envie de leur offrir un avenir meilleur, de mon enfance entre bois et confiture. Je lui ai même révélé mes peurs, mes doutes, mes espoirs. Ce dimanche fut le premier d'une longue série. Marc venait presque chaque fin de semaine à Paris. Parfois, nous allions voir un film, visiter une exposition, écouter un concert à l'opéra quand les places étaient abordables. Mais le plus souvent, nous restions dans un petit café près de ma pension, à refaire le monde autour d'un chocolat chaud. En quelques mois, j'étais tombée amoureuse. Vraiment. Un amour calme, profond, rassurant. En décembre,
Lors d'une promenade au jardin des Tuileries, Marc s'arrêta, me prit les mains et me lançait, un peu nerveux. « Hélène, accepterais-tu de rencontrer ma famille ?» Je fus surprise. Rencontrer les parents, c'était sérieux. C'était officiel. J'ai dit oui, bien sûr, avec un sourire timide et un cœur battant. Mais au fond de moi, une légère appréhension germait. Serais-je à la hauteur ? Moi, simple institutrice, fille d'artisan, dans une famille de propriétaires terriens. Ils vont t'adorer, m'assura Marc en déposant un baiser sur mon front. Tu es parfaite. Noël approchait à grands pas. Nous avions convenu que je passerais les fêtes avec sa famille, en Normandie. J'avais écrit à mes parents pour les prévenir, en restant vague. Je leur parlais simplement d'un jeune homme que j'appréciais beaucoup, et que j'allais faire la connaissance de sa famille. La réponse de ma mère arriva quelques jours plus tard. Pleine de recommandations affectueuses, elle conclut sa lettre par une phrase que je n'ai jamais oubliée. « Que la Vierge te protège, ma fille. » La semaine précédant le départ, Carmen m'a accompagnée pour acheter un cadeau destiné aux parents de Merck. Nous avons choisi un service à thé en porcelaine fine. Il m'a coûté presque la moitié de mon salaire, mais je voulais faire bonne impression. J'ai aussi acheté une robe neuve, des souliers élégants, et même une paire de gants blancs. C'est essentiel dans les bonnes familles, disait Carmen en souriant, tout en m'aidant à faire ma valise. N'oublie pas d'être toi-même, mais respecte leur code. Je n'ai jamais oublié ces mots. Les familles traditionnelles ont leurs rituels, même quand ils ne sont pas écrits. Je me souviens du moment où le train a quitté la gare de Paris pour traverser la campagne normande. Le paysage changeait peu à peu, les arbres, l'air, tout était différent. Mon estomac se nouait à chaque kilomètre. Marc m'attendait sur le quai, un large sourire aux lèvres. « Tu es nerveuse ?» m'a-t-il demandé en prenant ma valise. « Un peu », ai-je avoué. « Et s'il ne m'aime pas ? » ?»« Impossible », a-t-il répondu sans hésiter. « Je leur ai tellement parlé de toi qu'ils ont hâte de te voir en vrai. » Le trajet jusqu'à la propriété familiale fut long. Des routes étroites traversaient des champs immenses, des haies bien taillées, des alignements de pommiers, des allées bordées de vieux chênes. Quand nous sommes arrivés, j'ai eu un choc. Un véritable manoir normand se dressait au bout de l'allée. Une bâtisse majestueuse, aux façades en pierre claire, entourée de jardins à la française parfaitement entretenus. « Bienvenue au domaine de Sainte-Hélène » dit Marc, un clin d'œil complice au nom. Ce n'est qu'à ce moment-là que je compris, Sainte-Hélène, comme moi. Un frisson me parcourut l'échine. Hasard ou destin, plaisanta-t-il. J'ai descendu de voiture avec des jambes flageolantes, mes doigts agrippant nerveusement mon sac. Sur le perron, deux silhouettes attendaient. Un homme grand, à la stature droite, cheveux gris impeccablement coiffés. À ses côtés, une femme fine, les traits tirés mais élégants, habillée d'une robe sobre aux lignes rigoureuses. « Papa, maman, voici Hélène » dit Marc en posant sa main sur ma taille. Monsieur Auguste, sa voix grave, m'adressa un regard perçant. « Marc ne parle que de vous, mademoiselle. C'est un plaisir de vous accueillir enfin. » Il me serra la main avec une fermeté presque excessive. « Le plaisir est pour moi, monsieur, » répondis-je, m'efforçant de garder ma voix assurée. « Merci pour votre accueil. » Madame Élise se contenta d'un sourire discret et d'un hochement de tête. « Soyez la bienvenue, ma chère. Vous devez être fatiguée. Rose a préparé votre chambre. » Je fus conduite à l'intérieur. Chaque pièce semblait sortir d'un musée. Mobilier d'époque, tapisserie lourde, portraits à l'huile, escalier de bois massif. On me mena dans une chambre spacieuse, plus grande que mon appartement entier à Paris. Un lit à baldaquin, une coiffeuse en acajou, des rideaux brodés encadraient une fenêtre avec vue sur le jardin. Je me sentais étrangère, comme si j'avais franchi une porte vers un autre monde. Après m'être changée et avoir rafraîchi mon visage, je descendis pour le dîner. La salle à manger était aussi impressionnante que le reste de la maison. Une longue table en bois foncé, des chandeliers étincelants, de la vaisselle en porcelaine fine, des verres en cristal taillé. Nous n'étions que 4,
mais tout semblait prévu pour 20. Monsieur Auguste s'installa en bout de table, Madame Élise à sa droite, Marc à sa gauche, et moi à côté de lui. Deux domestiques, silencieuses comme des ombres, servaient les plats avec une précision chorégraphiée. Je n'osais pas toucher à mes couverts sans observer d'abord Marc, espérant éviter tout faux pas. La conversation fut dominée par Monsieur Auguste. Il posait des questions précises, jamais agressives, mais toujours empreintes d'une sorte de condescendance polie. Je me sentais évalué. Il me demanda d'où venaient mes parents, ce que je faisais exactement à l'école, où j'avais étudié. « Vos parents sont donc de Fontainebleau » demanda-t-il à un moment. « Je connais un peu cette région. Une terre fertile, mais souvent mal exploitée. » « Votre père possède-t-il ces terres ?»« Non, monsieur, répondis-je, la voix légèrement tremblante. Il est ébéniste. Nous avons seulement notre maison familiale. » Un silence s'installa autour de la table. J'aperçus un échange de regards entre Madame Élise et son mari, imperceptible mais chargé de sens. « Un métier d'artisanat, dit enfin Auguste. Un travail respectable, bien sûr. Mais son ton trahissait une certaine indulgence, comme s'il s'agissait d'un mérite modeste. Et vous, en tant qu'institutrice, vous avez certainement élevé le statut de votre famille. C'est louable. » Je ne savais que répondre. Sous la table, Marc pressa doucement ma main. Un geste de soutien, de réassurance. « Hélène est brillante, papa, » intervint-il. « Ses élèves l'adorent. Elle fait vraiment la différence. » « Je n'en doute pas, » répondit Auguste avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. L'éducation est essentielle, même pour les plus modestes. Le reste du repas se déroula entre politesse et banalité, les festivités à venir, les projets de rénovation sur le domaine, la météo capricieuse. Je remarquai que Marc s'exprimait différemment devant ses parents. Plus retenu, plus formel. Il évitait soigneusement de contredire son père, même lorsque celui-ci émettait des opinions que je savais qu'il ne partageait pas. Une fois le dîner terminé, les hommes se dirigèrent vers le bureau pour un cognac. Je restai au salon avec Madame Élise. C'était notre premier moment en tête-à-tête. Le silence s'étira quelques instants, pesant. Puis elle parla. « Hélène, mon fils semble très attaché à vous. »« Je l'estime beaucoup aussi, madame, » répondis-je avec sincérité. « Je n'en doute pas. » Elle me fixa un instant, comme si elle cherchait à lire au fond de mes pensées. « Marc est un garçon unique. C'est notre seul fils, depuis que nous avons perdu Guillaume, son frère aîné, lorsqu'il était enfant. Je suis désolée, soufflai-je. Vous comprenez donc, j'espère, à quel point il est précieux pour nous. » « Bien sûr, madame. Les Alpquerque sont une famille ancienne, Hélène. Nous avons des valeurs, des traditions que nous perpétuons depuis des générations. Le nom a son poids. Il impose certaines attentes. » Elle marquait une pause. Une épouse Alpquerque a des responsabilités précises. La plus importante est la loyauté envers la famille. Un frisson me traversa la colonne. Je ne savais pas exactement ce qu'elle insinuait, mais je n'aimais pas la direction de cette conversation. « Je pense comprendre, » murmurai-je, voulant mettre fin au malaise. « Et surtout, » continua-t-elle, « nous respectons l'autorité du patriarche. » Auguste abattit tout cela. Ici, sa parole est la règle. Avant que je puisse réagir, les pas des hommes se firent entendre dans le couloir. La discussion s'éteignit, et un sourire de façade reprit sa place sur les lèvres de Madame Élise. Nous parlâmes ensuite de choses légères, comme si rien n'avait été dit. Mais en montant me coucher ce soir-là, ces mots tournaient dans ma tête comme une prière inquiétante. Je ne savais pas encore à quel point cette loyauté imposée allait me coûter. Après Noël, je repris mes fonctions à l'école, mais Marc et moi continuâmes à nous voir chaque semaine. Il venait à Paris aussi souvent que son emploi lui permettait, et parfois c'était moi qui me rendais en Normandie le temps d'un week-end. À chaque visite, le rituel était le même. Accueil poli, sourire mesuré, conversation maîtrisée. Je faisais de mon mieux pour m'intégrer, mais quelque chose en moi résistait à cette atmosphère figée. Marc, lui, semblait parfaitement à l'aise dans ce monde.
Il retrouvait ses manières contrôlées, sa voix basse, son sourire discret. Je reconnaissais à peine l'homme spontané que j'avais connu sur la plage de Nice. Un jour de février, en revenant du marché avec Élise, je l'entendis parler avec son père dans le bureau. La porte était entrebâillée. Je n'avais pas l'intention d'écouter, mais leurs voix me parvinrent, claires, tranchantes. « Tu es sûr de ton choix ?» demandait Auguste. « Elle est charmante, je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas ce que j'avais envisagé pour toi. Je l'aime, papa. Ce n'est pas une question d'amour. » Il y eut un silence. Puis Auguste ajouta : « Les sentiments sont volatiles. Le nain, lui, demeure. Réfléchis bien. » Je partis sur la pointe des pieds, le cœur lourd. Ce soir-là, à table, Marc me souriait, mais je sentais une tension dans ses gestes, une retenue dans ses mots. C'est à cette époque que j'ai commencé à douter. Pas de lui, pas encore. Mais de nous, ensemble. De notre place dans ce monde qui n'était pas le mien. Au printemps, Marc me demanda en mariage. Il me tendit une bague discrète, mais magnifique. Or blanc, une petite pierre bleue en son centre, couleur de la mer. Il m'avait emmené dans un petit parc de campagne, loin des regards. « Je veux que ce soit ici, juste toi et moi. » J'ai accepté. Sans hésitation. Avec l'espoir que l'amour suffirait à combler les différences. Nous avons fixé la date pour l'été. Un mariage modeste, selon mes souhaits, dans une petite église près de Fontainebleau. Mais dès que les préparatifs commencèrent, les choses dérapèrent. Élise insista pour que la cérémonie ait lieu en Normandie, dans la chapelle familiale. Il en va du respect des traditions, disait-elle. Auguste, de son côté, exigea que la liste des invités soit contrôlée par lui. Nous avons une image à préserver. Je me sentais déjà reléguée au second plan. Je voulais une robe simple, conçue par une amie couturière à Paris. Ils imposèrent un créateur de renom, payé par la famille. Tu comprendrais, Hélène, que le nom Alpquerque ne peut pas s'associer à de l'amateurisme. J'avalais tout sans mot dire, pour ne pas blesser Marc, pour ne pas provoquer de heurts. Mais une part de moi commençait à s'effriter. Je faisais des compromis sur tout. Sur les fleurs, les chants, le menu, les alliances. Je me regardais dans le miroir et je ne me reconnaissais plus. Marc, lui, se contentait de sourire. « Ne t'inquiète pas. Après le mariage, les choses seront différentes. » Mais au fond, je sentais qu'il s'enfonçait lui aussi dans cette mécanique. Il devenait un autre homme à leur contact. Plus prudent, plus silencieux, plus soumis. La veille du mariage, je me suis retrouvée seule dans la chambre d'amis du domaine. Il pleuvait. Des gouttes fines tambourinaient contre les vitres comme un avertissement. Je me suis assise au pied du lit et j'ai pleuré. Pas de joie. Pas d'émotion de futur marié. Mais un sentiment diffus d'étouffement. Je savais que j'entrais dans une famille qui n'avait pas besoin de moi, seulement d'une pièce qui s'ajuste à leur puzzle. Et moi, je m'apprêtais à disparaître à l'intérieur. Le jour du mariage arriva sous un ciel pâle, voilé de nuages. La chapelle familiale était décorée avec soin, des fleurs blanches à chaque banc, un tapis rouge déroulé jusqu'à l'autel. Je me souviens avoir marché jusqu'à l'entrée, le bras de mon père tremblant légèrement sous ma main. Il était ému, fier, mais je percevais aussi dans son silence une inquiétude qu'il ne savait nommer. La cérémonie se déroula sans accroc. Marc était élégant, son regard posé sur moi, rassurant. Nous avons échangé nos vœux, les alliances, un baiser léger. Les invités applaudissaient, les flashs crépitaient. Mais tout cela me paraissait lointain, irréel, comme si j'assistais à mon propre mariage à travers une vitre. La réception fut somptueuse. Des mets fins, des musiciens classiques, des discours élogieux. Monsieur Auguste prit la parole au moment du dessert. Il parla longuement de la tradition familiale, du rôle de chacun, de la continuité du nom Alpquerque. À peine mentionna-t-il mon prénom. Je souris, je hochai la tête, je remerciai mécaniquement ceux qui venaient me féliciter. Je me sentais comme un ornement. Une couronne qu'on pose sur un gâteau,
Joli mais inutile. Lorsque la nuit tomba, nous fûmes conduits à notre chambre, une suite dans l'aile nord du domaine. Marc semblait heureux, détendu. Il déboutonna ma robe avec douceur, m'embrassa le front, puis s'assit près de moi. Tout s'est bien passé, dit-il, comme pour s'en convaincre lui-même. Tu es magnifique. Tu as été parfaite. Je souris faiblement. Mais au fond de moi, un vide s'était creusé. Le silence tomba entre nous. Il me regarda un moment, puis détourna les yeux. Tu es fatigué. Un peu. Alors dormons. Il s'allongea à mes côtés, sans un mot de plus. Ce fut notre nuit de noces. Sans geste, sans chaleur, sans promesse. Un rideau venait de tomber. Et je compris que ce que j'avais pris pour le début d'une vie à deux était peut-être la fin d'une part essentielle de moi-même. Les jours qui suivirent furent dédiés à des obligations sociales. Visites, remerciements, dîners de courtoisie. Je n'eus pas un seul moment seul avec Merck. Il était toujours entouré, absorbé par ses responsabilités. Je l'observais devenir son père un peu plus chaque jour. Même son sourire avait changé. Plus retenu. Plus mécanique. Un matin, en préparant du thé dans la cuisine, je croisai Rose, la domestique. Elle me lança un regard compatissant et dit doucement : « Madame Élise avait raison. Ce n'est pas une place facile ici. » Je ne répondis rien. Je n'en avais pas la force. Quelques semaines plus tard, nous nous installâmes dans une dépendance aménagée du domaine. Un logement confortable, mais séparé de la maison principale. Je pensais naïvement que ce serait l'occasion de reconstruire quelque chose entre nous. Mais Marc était constamment accaparé. Le travail, les réunions avec son père, la gestion des terres, les rendez-vous avec les notaires ou les fournisseurs. Il rentrait tard, épuisé. Je préparais les repas seul, je dînais souvent seul. Parfois, il posait sa main sur mon épaule et disait : « Merci pour ta patience. » Mais il ne me regardait plus vraiment. Je tentais de m'occuper. Je proposais de donner des cours aux enfants du village, bénévoles. Élise s'y opposa aussitôt. Ce n'est pas le rôle d'une épouse Albuquerque. Et qu'est-ce que je suis censé faire, alors, osai-je demander ? Tenir ton rang, soutenir ton mari, et attendre. Attendre quoi ? Qu'on ait besoin de toi. Ce jour-là, j'ai compris que mon avenir se résumait à ça. Attendre. En silence. Et disparaître doucement dans les plis du protocole. Quelques mois passèrent ainsi, figés dans une routine étouffante. Puis un matin, en me réveillant avec des nausées persistantes, je compris. Je fis le test en cachette, seul, dans la petite salle de bain aux carreaux froids. Il était positif. Je suis restée là, assise sur le rebord de la baignoire, les yeux fixés sur ce trait rose qui changeait tout. Je ne savais pas si je devais pleurer ou sourire. C'était une nouvelle que j'aurais dû accueillir avec joie. Mais dans cette maison, même une grossesse semblait devoir passer par l'approbation familiale. Je voulais l'annoncer à Marc, en personne, dans l'intimité. Préparer une petite surprise, un moment à nous. Mais ce moment ne vint jamais. Le lendemain, alors que je descendais pour le déjeuner, je trouvai Élise déjà installée, une coupe de fruits devant elle. Elle leva à peine les yeux. « Félicitations », dit-elle simplement. Marc m'a dit ce matin. Je restai figée. Je n'avais encore rien dit à personne. Marc était sorti tôt, comme à son habitude. Je ne savais pas s'il avait deviné, ou s'il avait fouillé. Mais la nouvelle, avant même d'être mienne, appartenait déjà à la famille. Nous espérions cela depuis le mariage, ajouta-t-elle. Il était temps. Il était temps me fit l'effet d'un coup près. Comme si cette grossesse n'était pas un miracle, mais une obligation remplie. Auguste entra dans la pièce à cet instant. Il s'approchait, posa une main brève sur mon épaule. « Bien, très bien. » Puis il retourna à ses papiers, comme si l'affaire était réglée. Marc ne rentra que tard ce soir-là. Il semblait gêné, évitait mon regard. Je tentai de ramener de la tendresse dans notre échange. « Tu sais, j'aurais aimé te l'annoncer moi-même. » Il baissa les yeux.
Je l'ai compris en voyant les sachets dans la salle de bain. Et j'étais content. Je l'ai dit à ma mère, sans réfléchir. Sans réfléchir, répétais-je en silence. Toute ma vie semblait s'écrire ainsi maintenant, sans que personne ne me demande ce que je ressentais. Les semaines passèrent. Je commençais à prendre du ventre. Le médecin de famille venait régulièrement, choisi par Élise. Je n'avais pas mon mot à dire. On me disait quoi manger, quand me reposer, ce que je devais porter. Je devenais le ventre de la lignée Alpkerk. Ni plus, ni moins. Même Marc s'éloignait. Il parlait du bébé avec des mots froids, organisait déjà l'avenir, choisissait un prénom acceptable, voulait un garçon. Il reprendra le domaine, comme moi, comme mon père avant moi, disait-il avec un enthousiasme que je ne lui voyais plus que pour les récoltes. Et moi, dans tout ça, je portais cet enfant seul. Je l'aimais déjà, d'un amour fébrile, instinctif. Mais je sentais que si je ne faisais rien, on me l'arracherait aussi. Pas physiquement, mais symboliquement. On le façonnerait comme eux, on lui inculquerait leur code, leur silence, leur pouvoir, et il m'échapperait, comme Marc m'avait échappé. Un soir, je me suis levée sans bruit. Je suis descendue au salon, j'ai allumé une petite lampe et je me suis assise à mon bureau. J'ai pris une feuille, un stylo, et j'ai écrit à ma mère. Je lui ai tout raconté. Pas seulement la grossesse, mais la solitude, le poids du nom, la disparition lente de celle que j'étais. Je ne lui ai pas demandé de conseils. Je voulais simplement qu'une personne, quelque part, sache encore qui j'étais vraiment. Avant que je n'oublie. Les derniers mois de grossesse furent les plus longs de ma vie. Mon corps ne m'appartenait plus. Chaque geste était observé, chaque symptôme commenté, chaque repas contrôlé. On m'appelait la future mère, comme si mon prénom n'avait plus lieu d'être. Le médecin, bien qu'affable, s'adressait plus souvent à Marc qu'à moi. Il parlait de mon état comme d'un projet agricole à surveiller. Le bébé est en bonne position, le poids est idéal, préparez la chambre selon les normes. Rien sur ce que je ressentais. Rien sur mes nuits sans sommeil, mes angoisses, mes rêves récurrents où je fuyais pieds nus dans un champ brumeux. Marc se montrait plus présent, mais d'une manière mécanique. Il me déposait au salon, m'apportait une tisane, posait une main sur mon ventre comme on vérifie un fruit mûr. Il parlait déjà d'éducation, de discipline, des bonnes écoles à envisager. Un Alpkerk se doit d'être exemplaire dès l'enfance. Je hochais la tête, souvent en silence. Je n'avais plus la force de contester. Ma mère vint me voir une fois, en juin. Elle resta 3 jours. Elle ne posa pas de questions. Elle me regarda avec cette lucidité de femme simple, celle qui n'a pas besoin de tout savoir pour comprendre l'essentiel. « Tu n'as pas changé, Hélène, dit-elle en me serrant dans ses bras. Tu es juste très loin de toi-même. » Elle repartit sans promesse, mais son regard me resta comme une trace de feu sous la peau. Quand le travail commença, en pleine nuit d'orage, je ne ressentis ni peur ni excitation. Juste un vide résigné. La douleur fut intense. La sage-femme, imposée par la famille, était compétente mais distante. Marc entra un moment, regarda, ressortit aussitôt. Il ne voulait pas voir, ou peut-être ne voulait-il pas se rappeler que j'étais de chair, de sang, et non une figure dans un album généalogique. Au petit matin, on me déposa mon fils dans les bras. Il était minuscule, les yeux clos, le souffle léger. Un instant suspendu. Je pleurais en silence. Pas de joie, mais d'un soulagement trouble, comme si j'étais enfin revenu quelque part, même brièvement. Marc arriva peu après. Il regarda le bébé, sourit. Il a mon nez. Je regardai l'enfant et pensai, il n'a le nez de personne, il est à lui seul. Mais je ne dis rien. On organisa une petite réception 2 semaines plus tard. Des notables du coin, des cousins lointains, des visages inconnus. On me présenta comme la maman du nouvel héritier. Je souris, je portais une robe choisie par Élise, je laissais mon fils dans les bras des autres. Je devenais une statue. Un rôle. Une mère Alpkerk.
La nuit, je me levais seule pour le nourrir. Dans ces moments-là, à l'abri des regards, je redevenais Hélène. Je lui chantais des berceuses de mon enfance, je lui racontais Fontainebleau, les groseilles, les bancs de l'école. Je lui parlais de la liberté, de l'amour sans condition. Je lui parlais de moi, pas de la femme qu'il voulait que je sois, mais de celle que je refusais d'oublier. Les mois passèrent. Mon fils grandissait, en santé, éveillé, curieux. Il s'attachait à moi avec une intensité que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ses petits doigts s'agrippaient à ma robe, ses yeux me suivaient partout. Il souriait d'un rire libre, sauvage, qui contrastait avec le silence pesant du domaine. Mais à mesure qu'il grandissait, je sentais que le cercle autour de lui se refermait. Auguste voulait choisir sa nourrice. Élise organisait déjà ses premières sorties éducatives. Marc parlait d'inscrire l'enfant dès l'âge de 2 ans dans un programme d'excellence à Paris. Moi, je voulais juste qu'il joue dans l'herbe, qu'il trébuche, qu'il crie, qu'il se salisse. Je voulais qu'il vive. Un jour, alors qu'il n'avait pas encore 18 mois, je l'ai surpris tous trois à table, en train de discuter de son avenir. Il devra apprendre l'allemand et l'équitation des 4 ans, disait Auguste. Et la musique, évidemment, ajoutait Élise. Marc hochait la tête. Personne ne m'avait consulté. Je compris, ce jour-là, que s'il le pouvait, il m'effacerait. Pas par cruauté, mais par culture. Parce que pour eux, j'étais la matrice. Le passage. Mais pas le sens. Cette nuit-là, j'ai eu un rêve étrange. Je me voyais petite fille, dans le jardin de ma mère. Je courais entre les poiriers, le soleil dans les cheveux, les mains pleines de terre. Et puis, soudain, j'étais là, adulte, debout au milieu de ce même jardin devenu sec, stérile. Et je tenais mon fils dans les bras, comme une offrande. Et une voix me disait, « Tu dois partir, Hélène, ou tu l'éloigneras de tout ce qu'il est. » Je me suis réveillée en sueur, le cœur battant, le souffle court. J'ai regardé mon fils dormir à côté de moi, paisible. Et j'ai su. Je ne pouvais plus attendre. Je ne pouvais plus espérer qu'il changerait. Je devais partir. Pas demain. Pas un jour. Mais bientôt. En secret. Pendant plusieurs semaines, j'ai préparé mon départ. J'ai ressorti ma vieille valise, celle de mes 18 ans. Je l'ai dissimulée dans un faux placard de la buanderie. J'y plaçais chaque jour un vêtement, un carnet, un biberon, quelques couches. Je me renseignais discrètement sur les horaires de train, sur les aides pour les mères seules. J'écrivais des lettres que je ne posterais jamais. À Marc, à Élise, à Auguste, à mon fils. Je les glissais dans un cahier, comme des adieux en attente. Le plus difficile, c'était de sourire en même temps. De continuer à jouer mon rôle. De ne pas éveiller les soupçons. J'attendais le moment. Le vrai, celui que l'instinct reconnaît sans que la raison le valide. Il arriva un matin d'automne. Marc était parti pour 3 jours en séminaire agricole. Élise accompagnait Auguste à une réunion notarielle. Le domaine était vide. Rose, la domestique, me vit dans l'entrée, tenant mon fils dans un bras, ma valise dans l'autre. Elle ne dit rien. Elle s'approcha simplement, m'enlaça brièvement, et murmura à mon oreille, « Ne vous retournez pas. » Je sortis sans courir. Mais avec cette énergie brûlante qu'on ne ressent qu'une fois dans sa vie. J'ai traversé l'allée de gravier, franchi le portail, et je n'ai plus jamais regardé derrière moi. J'ai pris le premier train pour Paris. Assise près de la fenêtre, mon fils endormi contre ma poitrine, je regardais défiler le paysage. Les champs, les bois, les petites guerres. Je ne ressentais pas de peur. Juste un calme étrange, comme si mon corps savait avant moi que c'était la seule issue. À Paris, j'ai retrouvé une ancienne collègue, Mireille. Elle m'a hébergée sans poser de questions. « Tu es chez toi ici ?» m'a-t-elle dit simplement en posant une couverture sur le canapé. Pendant des mois, j'ai reconstruit ma vie, ma dignité, mon identité.
J'ai trouvé un emploi à mi-temps dans une bibliothèque municipale. Mon fils grandissait entouré de livres, de récits, d'histoires que je lui lisais le soir. Nous étions pauvres, mais libres. Un matin, alors que nous faisions la queue à la caisse d'un petit supermarché, j'ai croisé mon reflet dans une vitre. Je me suis vu sourire à mon enfant. Un sourire vrai. Et j'ai compris. J'étais revenu à moi-même. Marc m'a écrit. Plusieurs fois. D'abord des lettres formelles. Puis des supplications. Puis des reproches. Il voulait voir l'enfant. Il disait m'aimer. Mais jamais il n'a dit qu'il comprenait. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais ni l'envie, ni la force. J'ai gardé ces lettres dans une boîte. Un jour, peut-être, je les lirai à mon fils. Ou peut-être pas. Il a le droit de grandir sans poids sur les épaules. Quand il a eu 6 ans, je lui ai raconté une version allégée de notre histoire. Je lui ai dit que parfois, il faut s'éloigner des lieux où l'on ne peut pas respirer. Il m'a regardé, très sérieux, et a dit « Tu veux dire qu'on peut déménager, même si ce n'est pas caissé ?» J'ai ri à travers mes larmes. Oui, mon cœur. On peut partir juste parce qu'on ne s'y sent plus soi-même. Aujourd'hui, il a 12 ans. Il joue du violon, mais il aime aussi les jeux vidéo. Il lit beaucoup. Il me pose 1000 questions. Il a les yeux de son père, et le rire de mon frère. Je le regarde et je me dis, j'ai bien fait. Je ne suis pas une héroïne. Je ne suis pas une rebelle. Je suis juste une femme qui n'a pas voulu s'éteindre. Et qui a refusé de voir son enfant grandir dans une maison où le silence valait plus que la tendresse. Voilà mon histoire. Merci de m'avoir écouté. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez compris que les récits des femmes ordinaires valent d'être racontés. Et surtout, d'être entendus.